Bonjour et bienvenue dans ce petit coin lecture. Je vous invite à vous poser et à prendre vos aises pendant que je vais conter une petite histoire. Ce soir, j'ai laissé le choix entre trois œuvres, toutes très bien, et ce sont les suivantes. Soit Artemis Fowl, fantasy urbaine, qui est le roi une série Disney+, apparemment pas géniale. Soit Les Maîtres des Brisants, de Eric Lum, un super auteur d'ailleurs. Artemis Fowl de Eowyn Colfer, très bon auteur aussi. Donc Les Maîtres des Brisants d'Eric Lum, ou bien La Quête des Willan de Pierre Bottero. Comme les gens n'ont pas été capables de se décider, je reste malheureusement sur un vote 50-50 entre Les Maîtres des Brisants. J'ai marqué Les Secrets des Brisants, je me suis trompé. Mais écoute pas. Et La Quête des Willan, je dois donc trancher, et je vais trancher en faveur des Maîtres des Brisants. Voilà. Nous partons donc pour l'espace. Chapitre 1. Planète morte. Je vais mettre ça là. Le commandant Brings Vorbranx laissa son regard se perdre dans les étoiles. Bien au-delà des murs de polyvert, les lumières artificielles baignaient les bâtiments métalliques d'un halo bleuté. Il faisait toujours nuit sur la base impériale de Planète Morte. Brings éprouva un pincement au cœur. Nifel paraissait si loin. L'image de son petit garçon et de son épouse, qu'il n'avait pas revue depuis 6 mois, surgit devant ses yeux. Le jeune officier poussa un soupir. Bien sûr, commander une garnison de cette importance représentait un grand honneur, mais Planète Morte était si triste, le temps y passait si lentement. Il ne put s'empêcher de tourner les pages du paléo-calendrier qui trônait sur l'ordi bureau, et de compter une nouvelle fois le nombre de jours restants avant l'arrivée de la relève. 3 mois encore. Il respira à fond et essaya de se ressaisir. Qu'étaient donc 3 mois de sa petite vie, comparés aux 3 siècles de grandeur de l'empire des généraux comtes de Nifel? Nifel, planète des confins, balayée par les vents glacés, avait su imposer sa domination à la moitié du système solaire de Drasil, grâce à des hommes durs et courageux. Et elle ne devait à d'autres hommes tout aussi déterminés de contenir les ambitions du Khanat de Muspel, notamment en contrôlant Planète Morte et les chemins blancs. Les chemins blancs étaient des couloirs qui, transitant par Planète Morte, reliaient entre elles les planètes de Drasil, les mettant à quelques heures les unes des autres, au lieu de plusieurs années auparavant. Quelques heures d'un voyage tranquille, porté par les flux d'énergie que produisait le cœur de Planète Morte, contre plusieurs années d'un péril incertain dans l'espace que partout on appelait les brisants, exposés aux dangers des tumultes, ces redoutables tempêtes stellaires. L'officier s'en voulut de sa faiblesse. Il se promit de ne plus se laisser aller ainsi. On frappa à la porte. Un jeune garçon entra, portant sous le bras des cartes roulées. Commandant Brings, le lieutenant cartographe m'a demandé de vous remettre les derniers relevés effectués par l'équipe au sol. Brings sourit. Sous prétexte que les voyages et les expériences formaient la jeunesse, mieux que de trop nombreuses heures sur les bancs de l'école, l'Empire Comtal envoyait des stagiaires dans tous les services aux 4 coins du système solaire. Leur sérieux l'amusait beaucoup, c'était une tradition aussi vieille que l'Empire lui-même. De 13 à 16 ans, les garçons et les filles de Nifel interrompaient leurs études et partaient en stage. Ils étaient affectés à des services variés, en fonction de leur aptitude et de leur aspiration. Ensuite, les stagiaires pouvaient continuer cette forme d'éducation et apprendre ainsi un métier, ou bien retourner à l'école. Brings se remémora ses années de stage effectuées sur Garm, la planète des vacanciers, dans les services de la sécurité. Il retrouva sa bonne humeur. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« Rolona Cole, mon commandant. »
Roland suivait la mode alors en vogue chez les jeunes de l'Empire, avait les cheveux teints moitié en noir et moitié en blanc, et portait sur les yeux des lentilles de couleur rouge. Ah! Salut Lad. Ouais, je vais baisser un petit peu. Est-ce que comme ça c'est bon? Bien. Tu me dire, tu me dis s'il y a des trucs à faire. Hop. Ses vêtements plus sobres arboraient une licorne dressée, le symbole de Nifel, et juste à côté, l'insigne des stagiaires, un sablier, qui rappelait à son porteur que le temps passait quoi que l'on fasse, et qu'il valait donc mieux l'utiliser de façon constructive. Seuls ces écussons étaient obligatoires, les stagiaires s'habillaient à leur convenance, ou à celle de leur employeur. Brinks lissa sa fine moustache blonde. Tu as été affecté au service de la cartographie, c'est bien ça? Oui, mon commandant. Tu t'y plais? Roland retint un grande peine grimace. Oui, mon commandant. Sois franc avec moi, garçon. Oui, mon commandant, c'est-à-dire... Non, mon commandant, en fait, Brinks rit sous la cape, devant l'embarras du stagiaire. Il termina à sa place. En fait, tu t'es retrouvé là sans l'avoir demandé. Oui, mon commandant, dit Roland soulagé. Quel était ton choix de départ? Je voulais entrer dans la fanfare des généraux comtes. Ah, tiens. Et de quel instrument joues-tu? Du tambour ultrasonique. Tu en as joué devant les maîtres de la fanfare? Oui. Le lendemain, j'ai reçu mon ordre d'affectation sur la planète morte avec les cartographes. Le commandant se retint de ne pas éclater de rire. Mais dis-moi, Roland, ton tambour, tu l'as emporté avec toi? Oui, mon commandant, répondit le stagiaire. Seulement l'officier bagagiste de Planète Morte m'a dit que les instruments de musique de ce genre étaient contraires au règlement, et il l'a gardé en consigne. Il m'a appris que sur Planète Morte on ne devait absolument pas faire de bruit, que c'était une règle militaire très importante. Oui, c'est exact, s'étouffa Brinks, en se promettant de féliciter l'officier bagagiste pour sa vivacité d'esprit. Le règlement est très strict sur ce point. Le commandant allait congédier le stagiaire, puis il se ravisa et le retint encore un moment. Je comprends que tu sois déçu, Roland Actol, dit-il d'un ton paternel. Mais tu es là, c'est comme ça. C'est à toi de choisir maintenant. Il fit un geste en direction du sablier cousu en écusson sur la poitrine du garçon. Soit tu ruines ta déception, tu fais ta mauvaise tête et tu perds 3 ans de ta vie, soit tu acceptes ce coup du sort contre lequel tu ne peux rien, et tu essayes de tirer le meilleur parti de la situation. Allons, je suis sûr que le lieutenant cartographe n'est pas un mauvais homme, et que tu peux apprendre beaucoup de lui, de son équipe. Oui, mon commandant, acquiesça gravement Roland, avant de quitter la pièce. C'est sûrement un bon conseil, merci. Tant que Nifel fournira de jeunes gens volontaires et enthousiastes, l'Empire comtal continuera à dominer Drasil, pensa Brinks joyeusement. Rendu à sa solitude, le commandant se pencha sur les cartes que lui avait apportées le stagiaire. Les cartographes avaient bien travaillé. Lorsqu'il avait pris le commandement de la garnison, Brinks Vorbranx s'était aperçu que de nombreuses zones de la planète morte étaient mal connues. C'était une planète sans atmosphère, totalement inhabitée. Rien n'y poussait, sinon les rochers et la poussière. La base, qui comprenait un modeste astroport et quelques bâtiments dans lesquels vivaient et travaillaient soldats et techniciens de l'Empire, avait été bâtie à l'abri des terribles rayons du soleil trop proches. Sur la surface sombre de la planète, sous la base, un réseau de galeries naturelles et artificielles s'enfonçait profondément dans le sol. Le reste était mort. Planète morte ressemblait d'ailleurs bien plus à une lune qu'à une planète. Mais Brinks, d'un tempérament consciencieux, avait tenu à compléter la carte de ce petit bout de la galaxie, dont il était responsable, et avait pour cela énergiquement sollicité une équipe peu habituée à tant d'activités. Le commandant sourit en repensant la stupeur du lieutenant cartographe quand il lui avait donné l'ordre de vérifier l'état des casques à oxygène de ses hommes et de se préparer à des sorties quotidiennes sur le terrain. L'attention de Brinks fut soudain attirée par une lueur inhabituelle dans le ciel. Il fronça les sourcils et augmenta la transparence du polyvert pour mieux voir. Un point lumineux qui semblait suivi par une multitude d'autres approchait rapidement de Planète Morte. Brinks crut d'abord à une pluie de météorites, et il se demanda comment le polyvert résisterait si une d'elles venait atteindre la base. Une sonnerie discrète retentit.
Il sortit de la poche de sa veste d'uniforme un technophone, pas plus gros qu'un briquet. Le technophone permettait de joindre des correspondants partout dans le système solaire grâce à l'extraordinaire réseau des chemins blancs. Service de détection, mon commandant, lui dit une voix féminine dans le combiné. Nous vous signalons qu'une flotte entière approche de Planète Morte. Nous comptons déjà plus de 200 vaisseaux. Par la corne de Gondule, s'exclama Brings Vorbrank. Pouvez-vous les identifier? Oui, commandant, ils abordent tous l'oiseau rouge du Khan de Muspel. Et un pavillon flotte sur l'antenne du navire amiral, commandant. C'est une énorme pieuvre. Brings coupa la communication et épongea d'un revers de manche la sueur qui commençait à perler sur son front. Une attaque. C'est une attaque. Le Khan de Muspel est fou de défier l'Empire en menaçant Planète Morte. Brings Vorbanks composa sur son technophone le numéro direct des généraux comtes de Nifel, puis il annonça d'une voix rauque que Muspel venait de rompre la trêve et s'apprêtait à prendre d'assaut Planète Morte. Fin du chapitre 1. Je prends une gorgée d'eau, sinon je ne tiendrai pas. Chapitre 2. De verre et de métal. Vranken de Xintraille foulait d'un pas joyeux les dalles de pierre noire de l'interminable couloir conduisant à la salle du conseil. Ce n'est pas qu'il appréciait particulièrement le palais comtal qui dressait sa silhouette sombre et sans grâce au cœur de Kenningar, la capitale de Nifel, mais il avait été convoqué par les généraux comtes et cela signifiait qu'il allait bientôt repartir dans l'espace. Il rongeait son frein depuis trop longtemps dans la vieille demeure des Xintrailles, au pied des montagnes de Scali. Le capitaine Vranken de Xintraille, que ses amis appelaient Vrank et ses ennemis Chien de la Lune, à cause du blason de sa famille, un chien montrant l'écrou à l'intérieur d'un croissant de lune, venait de fêter ses 30 ans. Il était de taille moyenne, mais son allure le faisait paraître plus grand. Sous la chemise noire bouffante, le pantalon de toile anthracite, les bottes de cuir et le manteau pourpre des jeunes nobles de l'Empire, on devinait des muscles habitués aux exercices quotidiens. De fait, quand il était à terre, Vranken trompait son attente et sa solitude dans le manoir ancestral, en ferraillant le matin avec un vieux maître d'armes et en bravant l'après-midi le vent glacé des pentes enneigées de la montagne. Le soir, selon son humeur, il restait à lire devant le feu dans un vieux fauteuil de cuir, ou bien il gagnait une taverne et vidait quelques chopes de l'épaisse bière locale avec les jeunes gens du village. Heureusement, les escales n'étaient jamais longues. L'Empire comtal aimait l'action et Vranken était un capitaine demandé. Vranken coiffa de la main ses cheveux blonds qu'il portait jusqu'aux épaules. Il posa ses yeux bleus sur l'Empérogarde en faction devant la porte monumentale. Puis son regard s'attarda sur le fusil en polymétal que l'homme tenait entre les mains. Il avait toujours été fasciné par cet alliage, aux possibilités multiples dont l'Empire gardait jalousement le secret. Il finit par s'arracher à sa contemplation. « Capitaine de Xintraille, annonça-t-il au soldat, je suis attendu. » L'Empérogarde hocha la tête sans pour autant relâcher sa vigilance. Vranken comprit immédiatement qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Il frémit et en éprouva une excitation supplémentaire. Les lourdes portes de polymétal s'ouvrirent. Le capitaine entra d'un pas décidé dans la vaste salle où de gigantesques murs de pierre sombre alternaient avec d'épais panneaux de polyvert. Les 9 généraux comtes qui veillaient à la destinée de l'Empire étaient assis autour d'une table ronde faite d'oricalques et de bronze, 2 paléométaux aujourd'hui délaissés. Sur le tablier étaient gravées les 21 planètes gravitant autour du soleil de Drasil. Les généraux comtes étaient vêtus d'une armure de polymétal noir. L'un d'entre eux se leva et fit signe à Vranken de s'approcher. « Venez vous asseoir, capitaine, » dit simplement l'homme. Son visage était dur, sa silhouette puissante, et seuls des cheveux blancs trahissaient son âge. Vranken prit place à ses côtés. Il avait reconnu le général comte Egil Skirnir, qui avait été élu par ses pairs quelques années auparavant à la tête du Conseil des Neuf. Le fait qu'Egil Skirnir s'adresse à lui personnellement porta la curiosité de Vranken à son paroxysme. Xintraille, continua Egil Skirnir. L'Empire comtal est confronté depuis la nuit dernière à un problème préoccupant. Vranken sentit une gêne dans sa voix, comme si le général comte se sentait pris en faute.
La garnison chargée d'assurer la garde de Planète Morte ne répond plus. Je vais vous faire écouter les derniers messages que nous avons reçus, il y a quelques heures de l'officier responsable. Il tapa dans ses mains. Aussitôt, une voix altérée emplit la pièce. Général Comte Skinner, ici le commandant Brinks, Vorbranx de Planète Morte. Nous subissons actuellement une attaque. 200 vaisseaux de guerre portant la marque de Muspel. Le navire amiral... Ça suffit, dit le général comte Ran Gragas, qui représentait le comité marécageux de Zungr. Il y a de ces noms dans ce bouquin, je vous jure. Pour le moment, ça va. Mais je te remercie de ta considération. Alors... Alors, ça suffit. Ça suffit, dit le général comte Ran Gragas, qui représentait le comté marécageux de Zungr, en interrompant l'enregistrement. Je connais les Vorbranx, c'est une vieille et honnête famille. Quant à l'officier Brinks, il a toujours été très bien noté par ses supérieurs. On peut donc penser que ce message est sérieux. Egil Skinner abattit rageusement son poing sur la table. Ces barbares de Muspel nous défiaient de la sorte. Quelle audace, capitaine! Vranken, l'instant de stupeur passé, s'était tassé au fond de son siège et semblait réfléchir. Capitaine, reprit Egil Skinner, nous voudrions que vous preniez la tête de la contre-offensive que nous allons lancer sur Planète Morte. Il est inutile, je pense, de vous rappeler nos intérêts dans cette affaire. Ranken ne répondit pas tout de suite. Le général Comte haussa un sourcil. Eh bien, Xantraille, votre réponse. 3 choses m'étonnent, commença Ranken en sortant de son silence. Nous vous écoutons, Xantraille. Tout d'abord, quel intérêt aurait le Khan de Muspel à attaquer Planète Morte? L'Empire n'a jamais empêché Muspel d'utiliser les chemins blancs pour ses voyages interplanétaires. L'accord est tacite depuis 150 ans. Nous contrôlons Planète Morte, mais tout le monde peut emprunter les chemins blancs, pour voyager, communiquer ou commercer. Muspel y trouve son compte et a autant besoin des chemins que nous. Pourquoi cette fripouille d'Atli Blodox prend-il le risque d'une confrontation directe avec l'Empire? Nous nous posons également la question, dit Egil Skinner. Les gens de Muspel sont imprévisibles. Ce sont des barbares qui ont toujours considéré comme insultant de n'avoir que 9 planètes, tandis que nous en possédons 12. Peut-être pensent-ils que le temps est venu de prendre leur revanche. Ou alors, plus simplement, le Khan fait-il le fanfaron pour asseoir un peu plus son autorité à Muspel? Peut-être, poursuivit Ranken en songeur. Je me demandais également pourquoi vous m'aviez choisi moi, Nifel contre d'autres capitaines plus prestigieux. Nifel, qui n'était habité que partiellement à cause de mauvaises conditions climatiques, la planète se trouvant très éloignée du soleil, comportait 9 comtés. Chaque comté élisait pour 9 ans un général comte qui siégeait au palais. Comtal de Kenningar, les généraux comtes qui ne dirigeaient autrefois qu'une planète se trouvaient depuis 3 siècles à la tête d'un empire contrôlant plus de la moitié du système solaire de Drasil, en bordure de la galaxie d'Eridan. Les bases de l'empire comtal reposaient sur un solide socle traditionnel et sur une aristocratie ancienne, dont les droits et les devoirs se transmettaient de génération en génération. Les Xintrailles ont commandé des navires depuis toujours. Vranken, comme beaucoup d'autres à Nifel, n'avait fait que prendre le relais et hériter de l'antique vaisseau familial. La différence, c'est qu'il s'était toujours montré excellent à ce jeu-là, et les généraux comtes le savaient bien. Le capitaine Vranken de Xintraille avait de l'instinct et du génie, et cela le désignait tout naturellement pour devenir l'homme clé d'une situation difficile. Soyons francs, répondit Egil Skinner. Ni moi, ni le général comte Arvak Ogantyr, qui représente votre comté de Skadi, ne l'ignorons. Malgré votre jeune âge, vous êtes le stratège le plus brillant de l'Empire. C'est vous qu'il nous faut, vous allez bientôt comprendre. Egil Skinner relança l'enregistrement et la voix de Brinks Vorbranx résonna à nouveau dans la pièce. Le navire amiral aborde le signe de la pieuvre, venez à notre aide, par la grande du... La phrase s'arrêta net. La communication était interrompue là. Il est vraisemblable que... Mais Vranken n'écoutait plus. Il s'efforçait de conserver son calme. Les événements prenaient une autre dimension. La pieuvre dirigeait l'attaque contre la planète morte. La pieuvre, ce stratège étonnant, était soudainement apparu 4 ans plus tôt.
Depuis, il ridiculisait les navires de l'Empire dans toutes les escarmouches qui opposaient Nifel à Muspel. Il avait gagné son surnom au cours d'un audacieux coup de main aux abords de la planète Narv, où il avait utilisé les vaisseaux du Khan comme des tentacules pour arracher à l'Empire un convoi de prisonniers. Cette façon de faire s'était ensuite affinée, et l'évocation de son nom provoquait à présent l'effroi chez les marins de Nifel. Jamais encore la pieuvre n'avait été battue. Un frisson parcourut l'échine de Vranken. Comme chaque fois qu'il se sentait défié, il se fendit d'un sourire et se tourna vers Egil qui attendait sa réponse. « J'espère que vous aimez les beignets de calamar, général comte. » L'assemblée accueillit la boutade avec soulagement. Il y eut même quelques rires. « Parfait, Xantraille, dit Egil, en lui serrant vigoureusement la main. Nous sommes heureux que vous acceptiez. Le départ aura lieu dans 2 ou 3 jours, le temps de réunir suffisamment de vaisseaux. Cela dit, dès que l'on vous saura à la tête de l'opération, je ne doute pas que l'on se bouscule à l'astroport. » Contrairement aux Khanats de Muspel qui disposaient en permanence d'une flotte de navires de guerre, l'Empire ne pouvait compter que sur des équipages indépendants, qui choisissent de leur plein gré de participer ou non à une campagne. Cette indépendance était défendue farouchement par les marins de Nifel, et au-delà par une population qui considérait depuis longtemps la liberté comme une valeur fondamentale. Cet état d'esprit, tout de fierté et d'enthousiasme, était à la fois la force et la faiblesse de l'Empire. Vranken se leva pour prendre congé. « Encore un instant, Xintraille, dit Egil. Vous nous avez dit que 3 choses vous étonnaient dans cette affaire. Peut-on connaître la 3e ?» Vranken eut un nouveau sourire moqueur cette fois. « Avant, c'est un général comte qui prend la tête de chaque expédition. Je constate que cette époque est difficilement résolue. » Egil haussa les épaules et se contenta de faire signe au jeune capitaine de quitter la pièce. « N'oubliez pas, Xintraille, dans 3 jours à l'astroport de Kingar. Ne vous en faites pas, mon navire y sera amarré dès demain. » Vranken salua les 9 généraux comtes et tourna les talons. Il exultait. Fin du chapitre 2. Hop. On commence le chapitre 3 de laine et de soie. Une brise légère caressait le feutre de la grande tente dressée au centre du campement. Drasil n'était pas encore très haut dans le ciel, mais il dardait déjà de redoutables rayons sur la grande steppe de Muspel. Car la planète des tribus du Khan était aussi chaude que celle des généraux comtes était froide. Un oiseau déplia ses grandes ailes rouges et quitta son nid de pierre, tapissé de laine, construit au sommet d'un amas rocheux. Profitant des courants d'air matinaux, il s'éleva rapidement au-dessus de la plaine d'herbe jaune. Il vit bientôt un troupeau de zog, grosses chèvres brunes, qui donnaient aux gens de Muspel la laine, le lait et la viande dont ils avaient besoin. L'oiseau tournoya un moment au-dessus des bêtes à la recherche d'un jeune isolé, mais les grondements des chiens lions l'incitèrent à aller voir ailleurs. Il prit de la hauteur. En quelques battements d'ailes, il fut loin, et surplomba d'imposantes montagnes arides, où les hommes avaient creusé des mines qui fournissaient le sel, le fer et le charbon. Il passa rapidement au-dessus des usines qui, enfouies dans la terre, fabriquaient l'acier et élaboraient les vaisseaux qui avaient permis aux premiers Khan de partir à la conquête des étoiles. Quelques cheminées crachèrent un nuage sale. L'oiseau ne s'attarda pas, il ne jeta même pas un regard sur les tours d'acier effilées de l'astroport qui, à flanc de montagne, bruissaient d'une activité incessante. Il survola d'autres steppes immenses, d'autres troupeaux, d'autres villages de tentes serrés autour de puits. Il fit demi-tour à l'approche du désert qui délimitait la steppe des hauts plateaux aussi sûrement que l'océan cernait la terre. À l'instar de la glace de Nifel, le feu du soleil rendait Muspel inhabitable, aux 3/4. À proximité d'une forêt de mûriers nains, domaine des vers qui tissaient la célèbre soie noire de Muspel, l'oiseau rouge déniça enfin ce qu'il cherchait. Son bec s'ouvrit sur un cri strident. Il se laissa tomber comme une pierre en direction du sol. Le lapin taupe n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. Il fut happé et emporté par les serres puissantes du rapace. Ainsi était la vie sur Muspel, sauvage et précaire. Atli Blodox se sentait d'excellente humeur.
Assis en tailleur sur le tapis de laine et de soie qui couvrait le sol de la tente, il échangeait des sourires entendus avec les chefs de tribu qu'il avait convoqués. Le khan était de petite taille, mais trapu et étonnamment fort. Son regard gris laissait transparaître une intelligence aiguë et une inflexible volonté. Son crâne était rasé, comme l'était celui de tous les hommes de Muspel. Il portait sur le torse, à côté d'un oiseau rouge tatoué, une longue cicatrice blanchâtre, souvenir des combats qu'il avait opposés aux autres prétendants au trône 20 ans auparavant. Dans la tradition de Muspel, le khan n'était ni élu ni fils de khan. À la mort du khan, chaque tribu désignait un champion, et celui-ci devait prouver qu'il était le plus fort et le plus digne d'occuper la place vacante. 27 tribus se partageaient la steppe, et toutes les 4 ans fournissaient au khan un contingent de guerriers qui étaient envoyés soit en garnison sur la planète occupée, soit en service sur les navires de la flotte stellaire. Leur devoir accompli, ils retournaient pour la plupart à la steppe, à leurs troupeaux et à leur façon de vivre ancestrale. Les autres devenaient cadres et formaient les nouvelles recrues. « Mes frères, commença Atli Bloodox, à cette heure, les vaisseaux à l'oiseau rouge doivent être en vue de planètes mortes. » La voix du khan était chaude et grave. « Nous allons enfin prendre notre revanche, dit en serrant ses poings énormes un colosse dont le visage était couturé de cicatrices. « Et mettre un terme à l'arrogance des généraux comtes, ajouta un chef de tribu grand et sec comme un héron. « L'Empire ne sait pas ce qu'il attend, conclut joyeusement le khan. » 3 servants firent leur apparition avec des plateaux et commencèrent à servir du thé et des pâtisseries aux amandes. A l'inverse de l'Empire comtal qui se contentait d'exiger des planètes conquises un impôt et des placements réservés aux navires impériaux dans les astroports, le khanat de Muspel exploitait sans vergogne la populace sous son contrôle. Une sonnerie retentit dans la tente. Atli Bloodox porta à son oreille son technophone et conversa un moment à voix basse. « Victoire, mes frères !» annonça le khan triomphant. « L'opération a parfaitement réussi. »« Nos guerriers ont-ils pris le contrôle des chemins blancs ?» demanda un vieillard fripé comme une pomme. « Pas encore, il y a des poches de résistance dans les sous-sols, mais pour l'instant cet aspect des choses n'est pas le plus important. » Atli Bloodox partit dans un grand rire imité par les chefs de tribu. Peu après, alors que les hommes les plus puissants de Muspel achevaient de manger la viande apportée dans les plats de terre cuite, un individu fit son apparition sous la tente. Il était grand et maigre, dans un état de saleté repoussant. Il s'appuyait sur un bâton gravé, couvert de signes incompréhensibles. Les conversations moururent. Atli Bloodox lui-même inclina la tête en signe de respect. Il s'agissait d'un Ochigin, un prince du feu, un chaman. Chaque tribu avait son chaman, son sorcier, qui interrogeait au cours de transes sacrées les esprits du Tengri, du ciel et de la terre. L'Ochigin, qui venait d'entrer dans la tente, était considéré comme le plus puissant des 27 chamans de Muspel. « Ô grand Khan, commença-t-il d'une voix caverneuse, je viens à ta demande pour questionner les puissances. Es-tu prêt à entendre ce qu'elles ont à te révéler sur l'avenir ?» « Je suis prêt, Ochigin. » Le chaman ferma les yeux. Il marmonna quelques paroles indistinctes et tapa sur le sol avec son bâton. Aussitôt, un feu de flamme froide naquit de la poussière sous les exclamations étouffées. Le chaman sortit ensuite une poignée d'herbe de la poche de son manteau rapiécé et la jeta dans les flammes. Une fumée épaisse envahit la tente, provoquant quelques toussement et raclements de gorge. Il se pencha au-dessus et la respira goulûment. Puis, il rejeta la tête en arrière et commença à se balancer de gauche à droite. Lorsqu'il reprit la parole, on aurait dit que quelqu'un d'autre parlait par sa bouche. « Il y a des lueurs dans le ciel, les tentacules de la pieuvre serrent leur étreinte. J'entends des cris de douleur, beaucoup de morts. Une ombre s'approche, l'ombre d'un chien qui gronde. Le Tengri retient son souffle. Seul le tumulte peut savoir. » Le chaman haletait. Il gémit, puis secoua la tête comme pour se débarrasser d'une présence envahissante. Il réouvrit les yeux. Un silence tendu régnait dans la tente. D'un geste de son bâton, il éteignit les flammes et balaya la fumée. « Ochigin,
demanda Athlibledox. As-tu vu ce que tu as décrit? J'ai décrit ce qui sera peut-être, Grand Khan. L'avenir n'est pas figé dans le passé. Les puissances elles-mêmes lui sont soumises. Mais dis-moi, était-ce un bon ou un mauvais présage? C'était un bon et un mauvais présage. Sur cette phrase énigmatique, le Tchigin s'éclipsa aussi discrètement qu'il était arrivé. Alors mon Khan, s'inquiéta l'homme le plus proche de lui. Vous avez entendu comme moi, dit Athlibledox, en se resservant de l'alcool de blé. Les dieux eux-mêmes ne savent rien. Tout est possible, tout reste ouvert. Mes frères, je propose que nous levions nos verres à la réussite de notre entreprise. Que le Tengri nous garde. Que le Tengri nous garde, répétèrent les chefs de tribu. Maintenant, rugit le Khan, amusons-nous. Faites entrer les musiciens. Les incertitudes de l'avenir doivent nous inciter à profiter pleinement du présent. Dehors, le vent s'était levé et déplaçait de petits nuages de sable. À l'abri du feutre de la grande tente, les hommes accompagnaient de leurs chants les flûtes et les tambours, comme avancent eux leurs ancêtres, à la différence qu'aujourd'hui, le ciel au-dessus de leur tête n'appartenait plus seulement qu'aux dieux. Chapitre 4. À l'école des Fradoda. D'abord, l'abîme existait seul. Ni mer, ni sable, ni ciel profond, ni herbe, ni arbre, il n'y avait rien d'autre que l'abîme. Et l'abîme était empli de forces désordonnées, et l'abîme attendait. Une brume glacée s'éleva d'un côté de l'abîme, et de l'autre souffla un vent brûlant. De leur rencontre naquit la galaxie d'Eridan. Les planètes, les étoiles, et l'espace que l'on nomme aujourd'hui les brisants. S'il te plaît, Morgane, continue. Une jeune fille qui rêvassait sursauta et leva la tête vers la devineresse. Ses camarades, rassemblés autour de Fra Ulfida, sous la ramure de l'arme artificielle en polyvert, pouffèrent. L'élève, pris en faute, rougit légèrement. Elle était plutôt grande, maigre comme peut l'être une fille surprise par l'adolescence. Sa longue chevelure châtain flottait sans retenue sur la robe brune des novices de l'ordre féminin des Fradoda. Ses yeux clairs étaient immenses. Morgane fixa son attention sur la source de polymétal liquide qui jaillissait du pied de l'arbre translucide et se concentra. Ensuite, récita-t-elle d'une voix monocorde, ce fut le règne des sales monstres, celui des titans et celui des puissances. Les brisants étaient le domaine des terrifiants gondules, comme les océans de Nufel sont aujourd'hui le repère des requins noirs aux dents acérées et à la laine fétide. Les planètes abritaient les trolls, des géants puants et cruels, des elfes et d'innombrables esprits. Quant aux étoiles, elles nourrissaient dans leur ombre le grand serpent stellaire. Comme l'univers était jeune, alors... Morgane, l'interrompit Fra Ulfida, pourquoi te crois-tu obligé d'ajouter des adjectifs de ton invention à un récit qui satisfait les novices depuis près de 1000 ans? Morgane prit l'air le plus innocent qu'elle put. C'est un moyen que j'ai trouvé pour rendre l'histoire plus vivante. Vous voyez, Fra Ulfida, si on répète bêtement ce que disent les textes sacrés, que je respecte bien sûr, eh ben, ils ne parlent que de planètes qui abritent des trolls. Si on précise que c'était des géants puants et cruels, on en fait une image plus précise. La vieille devineresse ne cacha plus son sourire. Dans un sens, tu as raison, Morgane, mais comment peux-tu être sûr que les trolls étaient puants et cruels? Qui te dit qu'ils n'étaient pas doux et qu'ils ne se lavaient pas tous les jours? Morgane chercha vainement quelque chose à répondre avant de baisser la tête d'un air penaud. Vois-tu, Morgane, voyez-vous mes enfants, continua la devineresse en s'adressant à la douzaine de jeunes filles assises autour d'elle dans la vaste salle de cours. Il faut veiller à respecter la vérité, et la vérité est souvent mieux servie lorsqu'elle est nue. Nous ne savons rien des géants qui peuplèrent les planètes avant nous, nous les avons simplement appelés trolls. Gardons-nous de les définir, même pour rendre une histoire plus vivante. Nous ne sommes pas des poètes, notre école n'est pas celle des troubadours, dont l'art est d'inventer et d'enjoliver les récits pour captiver un auditoire. Nous sommes au contraire la mémoire et la clairvoyance de cet univers. Nous apprenons à entendre le passé et à voir l'avenir. Avez-vous compris? Toutes hochèrent la tête, même Morgane, que regardait plus particulièrement le vieux professeur. Morgane aimait sincèrement Fra Ulfida et détestait lui faire de la peine. Elle regrettait simplement qu'il n'y ait pas plus de place pour la fantaisie chez les Fradoda.
Déjà quoi? Quoi déjà? Je peux pas lire et regarder malheureusement le chat en même temps. Donc c'est compliqué pour moi de réagir rapidement. Bah c'est des petits chapitres, hein, ça va vite. Surtout pour le moment on est clairement sur des chapitres de présentation. Ils vont pas passer 20 ans à te parler à te décrire, à te parler de personnages et d'univers alors que l'histoire doit avancer. On a eu le premier chapitre sur l'attaque de la base, le deuxième sur le capitaine avec les généraux, le troisième sur la présentation du Khan, et là le quatrième avec les Fradoda. Ça va vite. Nous disions donc. Ses parents, comme ceux de la plupart de ses amis novices, avaient péri au cours de l'une des guerres qui opposaient régulièrement Nifel à Muspel, ou bien à l'occasion de l'un des raids féroces qu'effectuaient fréquemment les pirates des Brisants sur les planètes de Drasil. Elle ne savait pas exactement. Ensuite, l'ordre des Fradoda l'avait recueillie et était devenue sa seule famille. Elle avait endossé la robe des novices à l'âge de 7 ans, et malgré son caractère rebelle, elle était aujourd'hui appréciée par l'ensemble de ses professeurs. Même si elle n'était pas la plus studieuse recrue de l'ordre, elle avait su y faire sa place. À 13 ans, il lui semblait, avec l'orgueil caractéristique de la jeunesse, qu'elle n'avait plus grand-chose à apprendre sur les mystères des Fradoda. Xandrine, reprit la veuve devineresse en s'adressant à une jeune fille aux cheveux noirs, veux-tu bien poursuivre? Ensuite, quelque chose vient de l'extérieur. L'univers hésitait alors entre l'ordre et le chaos. Quelque chose vint et repartit, bouleversant tout sur son passage, provoquant la disparition des anciens et l'apparition d'êtres nouveaux. Les trolls et les elfes cédèrent la place aux hommes, les gondoles se raréfièrent, de nombreux esprits quittèrent les planètes pour les étoiles, le grand serpent envahit les brisants, et ces soubresauts donnèrent naissance aux tempêtes meurtrières que l'on appelle aujourd'hui les tumultes. Surtout, dans son sillage, la chose de l'extérieur laissa le temps qui engendra le passé, le présent et l'avenir. Garance, commanda Fraulfida. Une autre élève prit timidement la suite. Ensuite, l'équilibre de l'univers fut rompu. Grouillant comme des fourmis folles, les hommes se répandirent à travers la galaxie. Les premières guerres eurent lieu. Fracas des armes, cris d'agonie, silence, battements d'ailes des corbeaux. Les frères s'entretuèrent. La peur domina les êtres, tant des haches et des épées, tant des tempêtes et tant des loups. Les brisants gagnèrent sur les terres, les étoiles se voilèrent, et le ciel entier sembla réduit en cendres. Fraulfida termina elle-même. Enfin, en bordure d'Eridan ravagée, un soleil neuf se leva, que l'on appela Drasil. Il éclairait 21 planètes sauvées du désastre. Des guerres reprirent entre les hommes qui avaient échappé à la fureur du chaos. Guerres bien dérisoires au regard de celles qui furent bientôt un équilibre Oula, j'ai raté ma phrase. Il éclairait 21 planètes, sauvées du désastre. Des guerres reprirent entre les hommes qui avaient échappé à la fureur du chaos. Guerres bien dérisoires au regard de celles qui furent. Bientôt, un équilibre s'instaura. Comte et Khan se partagèrent les marches de la galaxie, sous le feuillage du grand arbre. Les devineresses évoquent le passé et les secrets anciens. Penchées au-dessus de la source, elles plongent leur regard dans l'avenir mystérieux. Elles se souviennent et elles devinent. Elles s'approprient le temps. Nés à Nifel, les Fradoda sont devenus l'âme de l'Empire, tout comme les Otshigin incarnent le souffle du Khanat. La devineresse se leva et tapa dans ses mains. Allez les filles, c'est fini pour ce matin. N'oubliez pas de faire vos exercices de concentration avant de vous rendre au réfectoire. Les élèves s'égaillèrent joyeusement. Chaque novice possédait une chambre personnelle où elle était libre de s'isoler quand elle le souhaitait. Les lieux de rencontre ne manquaient pas. Le grand réfectoire, les gymnases, les saunas et les innombrables bibliothèques résonnent fréquemment de bruits de conversation. L'école des Fradoda, en vieille pierre pour sa partie la plus ancienne, en polyvert pour les bâtiments les plus récents, occupait un quartier entier d'Urde, capitale du comté du même nom, situé au bord de l'océan gelé qui couvrait le nord de la planète.
C'était, avec le palais comtal et l'académie spatiale de Kengar, le lieu le plus prestigieux de Nifel. Morgane s'apprêtait à rejoindre Xandrine pour aller disputer une partie de paléotennis quand elle fut arrêtée dans son élan par Fraulfida. Morgane, reste un moment, je te prie, j'ai hâte de parler. La jeune fille fit signe à son amie de ne pas l'attendre et s'approcha de la devineresse. Oui, Fraulfida? La vieille femme couvrit Morgane d'un regard plein de tendresse. L'âge avait ridé sa peau, avait fait fondre sa chair et avait tordu ses doigts. Mais il n'avait pu courber son dos ni éteindre le feu qui brûlait dans ses prunelles. Elle se tenait droite dans sa robe grise de devineresse. Morgane lui rappelait de façon poignante la fille qu'elle-même avait été à son âge. Morgane, tu auras 13 ans demain. Ah, ça je le sais bien, j'ai déjà prévu une sacrée fête. Pourquoi vous voulez venir? Morgane, cela fait longtemps que les lois d'Empire ne touchent plus les Fradoda. Est-ce une erreur? Moi je le crois. La jeune fille sentit l'anxiété la gagner. 13 ans, demain, les lois de l'Empire se pourraient-ils... Non, ce n'est pas possible. Ça faisait si longtemps qu'Okanovis n'était parti. Ma chère petite, poursuivit la devineresse, je suis navré pour ta fête, mais demain, tu partiras en stage. Morgane sentit une boule grandir dans sa gorge. Fraulfida parvint-elle à dire... Fraulfida parvint-elle à dire d'une voix tremblante. Je ne comprends pas. Il existe des traditions dont on oublie l'importance. La présence des devineresses à bord des vaisseaux de Nifel est l'une de celles-là. La jeune fille posa sur la vieille femme un regard suppliant. Ma décision est irrévocable, continua-t-elle. Tu seras l'assistante de Fra Dromar sur un vaisseau qui s'apprête à partir en campagne. Sa mission semble importante. Elle m'a demandé de choisir une stagiaire parmi mes meilleurs éléments. Morgane accusa le coup. Fraulfida, pour mon anniversaire, je me réjouissais tellement. La devineresse fit semblant de ne pas avoir entendu. J'attends beaucoup de toi, ma fille. Fra Dromar fut l'une de mes meilleures élèves il y a longtemps. Tu apprendras beaucoup auprès d'elle. Tâche de l'assister de ton mieux. Morgane ne put se retenir plus longtemps, elle éclata en sanglots. Écoute, Morgane, je pense sincèrement que ces 3 années loin d'Urde seront profitables. C'est une chance que je t'offre. Prends-la et serre-t'en pour devenir celle que tu dois être. Je ne veux pas partir, guetta-t-elle. Ma place est ici. Morgane s'écarta brutalement de la vieille femme et se mit à courir vers les bâtiments qui abritaient les chambres des novices. Fraulfida soupira. Elle comprenait quel déchirement cela pouvait être pour la jeune fille de quitter ses amis et l'univers avait été le sien, qui avait été le sien toute sa vie. Elle avait été convaincue d'avoir fait le bon choix pour tout le monde. Dans une prière muette, elle demanda à l'arbre sacré de veiller sur sa protégée. Chapitre 5. Quartier chic. Maman, est-ce que tu as vu mon pull noir? Je ne le trouve pas. Tu as regardé partout, mon chéri, tu es sûr? Oui. Lena Ogentir abandonna son livre et se dirigea vers l'élévateur. Elle prit place dans le tube de polyvert et demanda à voix haute à être déposée au premier étage. Elle trouva la vitesse trop élevée et prit le temps de la régler. Elle remit en place sa chevelure ambrée, marcha ensuite d'un pas rapide jusqu'à la chambre de son fils. Xavier, qu'est-ce que c'est que ça? La pièce, ouverte sur les bouleaux du parc à l'arrière de la maison, était sans dessus-dessous. Le lit ressemblait à un champ de bataille, une paire de chaussettes gisait sur l'ordi bureau, et plusieurs piles de livres s'étaient effondrées sur le sol anti-poussière. Imitation bois. Des barbares de Muspel n'auraient pas mis plus de désordre. Un garçon de 13 ans, plutôt grand pour son âge, les cheveux teints en noir et blanc et les yeux rouges à cause des lentilles qui faisaient fureur au collège, depuis la rentrée, tourna vers Lena un visage suppliant. « Maman, j'ai absolument besoin de ce pull, c'est mon préféré. » Lena s'attendrit devant la détresse de son fils. Ce pull était donc si important. Puis elle réalisa qu'il le cherchait pour pouvoir l'emporter et son cœur se serra. Elle avait fini par ne plus y penser tant cette idée lui était insupportable. Son Xavier venait d'avoir 13 ans et tout fils de général comte qu'il était, il devait se plier à la tradition en vigueur à Nifel. Il allait donc partir en stage pour 3 ans. Et elle ne le reverrait plus qu'à l'occasion des vacances que le service où il serait affecté voudrait bien lui concéder. Un sanglot lui monta dans la gorge et l'empêcha presque de respirer. Elle n'avait jamais été séparée de lui. Ne pouvait-il pas y avoir d'exception pour se calmer?
Elle se promit d'obtenir de son mari que Xavier soit le plus souvent possible à Kengar. Maman, ravalant son chagrin, Léna fouilla. Dans l'armoire, elle ne tarda pas à en retirer le fameux pull. Xavier la remercia à peine, le fourra dans son sac de voyage, qui commençait à prendre des proportions volumineuses, et se mit en quête d'autre chose. Comment s'appelle le bâtiment sur lequel tu vas faire ton stage, mon chéri? J'ai déjà oublié. Le Rongeur d'Os, maman. C'est un vaisseau célèbre, tu sais. Il appartient au meilleur capitaine de Nifel. Papa m'a dit que j'allais être attaché à son service personnel. Tu aurais vu la tête des copains quand je leur ai annoncé la nouvelle. Le Rongeur d'Os? Ridicule, pensa Lena. J'espère seulement que ce capitaine n'est pas une tête brûlée, et surtout qu'il traitera mon fils avec les égards qui lui sont dus. Sinon, il s'en mordra les doigts. Parole de femme de général comte. Lena croisa les bras nerveuse et s'approcha du garçon. Tu embarques demain? Aujourd'hui, maman, je te l'ai déjà dit au moins 100 fois. Tu es donc si pressé de me quitter? Ça n'a rien à voir, tu mélanges tout. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais enfin, je pars en stage, c'est comme ça pour tout le monde. Elle faillit se mettre à hurler qu'il n'était pas tout le monde, qu'il était son fils à elle et le fils d'un général comte. Puis elle vit à quel point il était excité par son départ proche. Le moment était mal choisi pour exprimer ses sentiments. Elle essaya de se rappeler ses propres années de stage qu'elle avait effectuées comme infirmière à l'hôpital de Kenningar et qui ne lui avait pas laissé beaucoup de souvenirs. À l'époque, elle voulait devenir médecin. Elle voulait aller sur des planètes lointaines, elle voulait rencontrer toutes sortes de gens. C'était il y a si longtemps. Je remonte, chérie. Si tu as besoin de moi, appelle. Merci, maman. Elle quitta le premier étage que son fils occupait seul et qui comportait chambre, salle de cinéma, gymnase et piscine. Le rez-de-chaussée servait aux réceptions, à l'accueil des invités et des amis. Le deuxième étage était le sien et celui de son mari. Bien que le général comte Arvak Ogantyr représentait le comté de Skadi, qui l'avait élu, elle l'avait poussé à venir habiter la capitale, arguant des études de Xavier, qu'il allait alors entrer au collège. Hop. Qui me parle? Hop. En réalité, étant elle-même originaire de Kenningar, elle ne supportait plus l'isolement et la rudesse du comté montagneux. Les 9 comtés de Nifel avaient ceci en commun, qu'ils étaient tous froids, ventés et brumeux. Mais certains avaient davantage que d'autres, à commencer par le comté de Skadi. Constamment balayé par les vents, le comté de Zunger, lui, plein de lacs et de marais, était particulièrement humide. Celui d'Urde, le plus septentrional, où vivaient les devineresses au bord de l'océan gelé, était glacé. Le comté d'Alsvin, aux forêts couvertes de givre, abritait encore toutes sortes de bêtes féroces. Celui de Vermal était une île au sud, au bord de l'océan libre. C'était le plus petit de tous, mais aussi le plus riche, car son sous-sol regorgeait du minerai qui entrait dans la composition du polymétal. Il y avait aussi l'industrieux comté de Grungal, le comté de Menglod, que l'on surnommait comté des marchands, celui de Gerd, réputé pour la beauté de ses femmes, et enfin celui de Kenningar. Kenningar était la seule véritable ville de Nifel. La plupart des capitales de comté n'étaient que des bourgades, où se tenaient les marchés, où avaient lieu des fêtes et des cérémonies, où résidaient quelques gros commerçants et l'administration impériale. Elle possédait parfois un petit astroport, une université ou un hôpital, mais l'essentiel de la vie se passait ailleurs, quelque part entre les hauts murs des villages et les maisons fortifiées, entre les forêts enneigées, les serres de polyvert et les torrents glacés. Nifel abritait à l'origine un peuple de paysans et de marins, d'hommes fiers et libres, farouchement attachés à leurs terres, leurs familles et leurs amis. À l'ère de l'Empire interplanétaire, les choses n'avaient guère changé, et l'on ne venait finalement à Kenningar que pour régler une affaire importante, prendre un vaisseau à l'astroport, profiter d'un concert et d'un bon restaurant, ou bien poursuivre de hautes études. C'était comme cela que Lena Ogantyr avait réussi à convaincre son fils de quitter sans trop de regrets ses amis de Skadi, en lui faisant miroiter la célèbre académie spatiale de Kenningar. Les Ogantyr avaient ensuite élu domicile sur les hauteurs de la ville, dans les quartiers chics. Xavier était entré dans le meilleur établissement de Kenningar et fréquentait depuis, pour la plus grande satisfaction de sa mère, la bonne société de Nifel.
Xavier Augentir s'acharna un long moment contre la fermeture de son sac, puis se jeta sur son lit en sueur. Il était prêt. Les yeux au plafond, il s'imagina à bord du rongeur d'os, combattant les pirates des brisants, échappant aux féroces navires de Muspel. Nul doute qu'un jour il devienne à son tour capitaine. Son père avait la fortune nécessaire pour lui procurer un vaisseau. Quant à lui-même, n'était-il pas le premier de sa classe en mathématiques appliquées et en stratégie spatiale? Il songea à l'avenir radieux qui était le sien, et son cœur se mit à battre plus fort. Puis il revint au rongeur d'os et à son capitaine. Il avait vu sa photo dans le magazine Simulation et Théorie, un journal d'actualité sur les guerres dans l'espace. L'article rapportait dans le détail ses 11 victoires éclatantes sur la flotte du Khan de Muspel. Xavier était impressionné. Le palmarès de ce capitaine égalait presque celui de la pieuvre, le génial amiral de Muspel, dont l'étonnante stratégie venait de faire l'objet d'un jeu virtuel. Jeu qu'il s'était bien sûr empressé d'acquérir. Enfin, l'article du magazine laissait également sous-entendre que le propriétaire du rongeur d'os n'hésitait pas à s'aventurer parfois dans les brisants. Les brisants, c'était le nom que les habitants du système solaire de Drasil donnaient à l'espace. Un espace qui les fascinait et qui les effrayait autant que les océans avaient pu effrayer et fasciner leurs ancêtres, avant que commence la grande aventure interplanétaire. Depuis la découverte des propriétés de planètes mortes, qui avait permis de concevoir les chemins blancs, rares étaient ceux qui choisissaient d'affronter les brisants et ses dangers, pirates ou tempêtes stellaires. D'autant qu'un voyage d'1 an à travers les brisants pouvait être accompli en seulement 1 heure par les chemins blancs. Il fallait vraiment être fou pour s'en écarter. Ce capitaine était assurément un drôle de personnage. Son père semblait le tenir en haute estime, c'est pour cela qu'il avait usé de toute son influence pour le faire accepter en stage près de lui. Xavier se leva et inspecta sa chambre. C'est vrai, il avait un peu exagéré. Un bref instant, il fut tenté de la ranger, mais il se rappela que les employés de maison viendraient demain, il s'en occuperait. Il laissa donc tout en état, ôta simplement les chaussettes de son ordi-bureau, alluma l'écran holographique et commença une bataille spatiale en 3 dimensions. Hop. Chapitre 6. L'astroport. L'astroport de Kenningar était situé en dehors de la ville, sur une hauteur qui le mettait particulièrement à l'abri des brumes montantes de l'océan. Ah, on me parle. Hop. Nous disions donc... L'astroport de Kenningar était situé en dehors de la ville, sur une hauteur qui le mettait particulièrement à l'abri des brumes montantes de l'océan, fréquentes en hiver et au printemps. Des hangars gigantesques dressaient leur ossature de polymétal à côté des quais d'envol baignés de la lumière bleue réglementaire. Des tours de contrôle s'élançant vers le ciel côtoyaient les auberges de transit blotties sur le pourtour de la colline. Construit au fur et à mesure des besoins de l'Empire, l'astroport était plus impressionnant que beau, et l'on sentait bien derrière l'apparence rigueur militaire la désinvolture et l'esprit de liberté propre aux gens de Nifel. L'électrobus repartit. Marc resta un long moment à contempler l'incroyable enchevêtrement de bâtiments. C'était la première fois qu'il venait à l'astroport, et rien dans sa courte vie ne l'avait préparé à cela. Une légère brise se mit à souffler. C'était l'été à Nifel, mais il faisait froid. Il remonta le col de la veste et élimée trop grande pour lui, que son grand-père avait absolument tenu à lui donner pour qu'il fasse bonne impression. En pensant à lui, Marc fut pris d'une bouffée de tristesse. Peut-être aurait-il dû refuser de partir. Marc Glabar était un garçon petit et trapu, dont les cheveux noirs et les yeux sombres contrastaient avec la blancheur de sa peau. Son pull était raccommodé mais propre. Le matin même, à l'aube, après des cours qui avaient duré une partie de la nuit, il avait quitté le quartier du vieux port de Kenningar, où se trouvait le centre d'apprentissage pour celui des tisserands, adossé à une colline. C'était l'un des nombreux quartiers populaires de la capitale. Il en connaissait chaque rue par cœur, et aurait presque pu citer le nom de tous les habitants. Une boulangère l'avait arrêté et lui avait donné une miche de pain toute chaude, en le chargeant de saluer son grand-père.
il l'avait remercié poliment. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que l'on est un voyou, lui disait souvent le vieil homme. Au contraire, bien des riches sont de vrais truands, qui confondent ce qu'ils possèdent avec ce qu'ils sont. Le pauvre, lui, n'a que ce qu'il est. Sois toujours digne, petit, et protège ton honneur, il est ta seule richesse. À la mort de ses parents, Marc avait été recueilli par son grand-père, un docker cloué depuis longtemps dans un fauteuil par un accident de travail. Il avait fait toute son éducation. Bien que bon élève, Marc avait rapidement compris que la petite pension de son grand-père ne lui permettait jamais de poursuivre de longues études. Il avait alors décidé d'entrer en apprentissage et avait choisi la cuisine, dans l'espoir de pouvoir un jour monter son propre restaurant dans le quartier qu'il avait vu naître. Marc avait grimpé 4 à 4 les escaliers conduisant au modeste appartement qu'il occupait dans un immeuble appartenant à l'Empire. Même si les généraux comtes ne prêtaient guère d'attention au petit peuple de Nifel, ils ne l'avaient cependant jamais abandonné. Il veillait à la salubrité des bas quartiers et subvenait aux besoins des plus démunis. Grâce à cela, si la pauvreté était courante à Kiningar, la misère y avait toujours été absente, et chacun continuait à porter un regard favorable sur le régime en place, à Nifel, depuis près de 1000 ans. « Grand-père, c'est moi !» avait-il annoncé en pénétrant dans l'appartement. Il avait posé la main sur la table en pelivert de la cuisine et s'était dirigé vers le salon qui servait aujourd'hui de chambre au vieil homme. Marc l'avait trouvé en larmes dans son fauteuil. Il tenait une lettre dans ses mains. « Grand-père !» s'était exclamé Marc en se précipitant vers lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'homme semblait incapable de prononcer un mot. De sa main tremblante, il avait tendu le papier au garçon. Marc l'avait lu. C'était une convocation. Le garçon était appelé à rejoindre avant 9 h l'astroport de Kiningar pour accomplir son stage dans les cuisines d'un navire en partance. Le visage de Marc s'était durci. « Je vais refuser d'y aller, avait-il déclaré. Tant pis s'il me classe comme déserteur. Je te l'interdis, tu entends ?» avait alors rugi son grand-père en se raidissant dans son fauteuil. « Je ne veux pas que l'on dise que mon petit-fils a fui son devoir et renoncé à son droit, car partir en stage est un droit pour tous les jeunes gens de Nifel, riches ou pauvres, forts ou faibles. C'est la seule égalité promise et garantie par l'Empire à tous ses citoyens. » Marc avait tourné vers lui un regard douloureux. « Mais, grand-père, qui s'occupera de toi ? Je suis assez grand pour m'occuper de moi tout seul, puis nous avons des voisins compréhensifs. » Marc s'était tu, submergé par l'émotion. La voix de son grand-père s'était adoucie. « Tu vas beaucoup me manquer, » avait repris le vieil homme, « ça c'est sûr, mais je suis très fier que tu fasses ton stage sur un vaisseau spatial. N'oublie pas de nous faire honneur. »« Je n'oublierai pas, grand-père, » avait-il répondu bouleversé, comme il ne l'avait jamais été. Marc respira à fond pour se donner du courage. Puis, il prit sa valise qui tenait fermée grâce à un bout de corde et pénétra dans l'enceinte de l'astrosport. Il se rendit dans le hall central et avisa un grand panneau « Accueil ». L'hôtesse surveillante n'avait aucune information concernant les navires sur le départ, mais elle lui conseilla de se rendre au quai central qui avait été réquisitionné par les généraux comtes. Il s'y rendit au pas de course, il était en retard. Sur le chemin de l'astroport, Marc s'était fait coincer par la bande de gueules-en-biais, des mécaniciens en dernière année d'apprentissage qui fréquentaient le centre comme lui. Il était devenu leur ennemi le jour où il avait refusé de se faire racketter et où il avait poussé ses camarades à la résistance. C'était trop bête. Il avait jusque-là réussi à les éviter. Cette fois, à 1 contre 4, sans possibilité de fuir, il était cuit. Il avait grommelé quelque chose qui ressemblait à un tant pis et s'était préparé à l'attaque. La rue était une jungle qui possédait ses propres lois, des lois surtout favorables aux plus forts. Marc le savait et c'est pour cela qu'il avait fréquenté assidûment le gymnase vétuste du centre d'apprentissage, se liant peu à peu d'amitié avec le gardien. L'homme, un ancien en pont-regarde, avait fini par lui apprendre 2-3 trucs qui pouvaient s'avérer utiles un jour. Gueulembier avait fait un pas en avant et avait acquis ce surnom. Il avait acquis ce surnom après avoir été défiguré par une pièce de moteur mal ajustée. Plus âgé que Marc de quelques années, il était aussi plus grand et plus lourd. « On dirait que ça se gâte pour toi, Marc », avait-il dit d'un ton moqueur. Sa voix sortait déformée de ses lèvres, à moitié soudées entre elles. L'espace d'un instant, Marc avait éprouvé de la pitié pour celui qui s'apprêtait à le massacrer. « Finissons-en, » avait-il grondé. « Comme tu voudras, » avait ricané Gueulembier, en faisant signe à ses acolytes. Les 3 grands apprentis, trop sûrs d'eux, s'étaient jetés sur Marc. Il avait donné un premier coup de pied dans le ventre de l'un des agresseurs.
tout en remerciant mentalement son ami du gymnase, pour ses 2-3 trucs utiles. Il avait accueilli le suivant avec un autre coup de pied, à la tête cette fois, puis abattu le troisième d'un coup de poing. La bagarre n'avait pas duré 10 secondes. Une profonde surprise avait marqué les traits déformés de Gueulembier, une surprise qui lui laissa vite la place à l'irritation. Monsieur joue au dur, avait-il sifflé, très bien, et avait fait jaillir un couteau de sa poche et était précipité sur Marc. Le garçon, pris au dépourvu, n'avait pu éviter complètement le coup de Gueulembier, le coup que Gueulembier lui portait au visage. Il avait senti une vive brûlure et le sang s'était mis à couler sur sa joue. Il avait porté les doigts à sa blessure, d'abord incrédule. Puis, une colère froide l'avait envahi. Gueulembier allait trop loin. C'était aussi ce que devaient penser ses camarades qui, s'étant relevés péniblement, discutaient entre eux à voix basse. Désapprouvant visiblement leur chef, la bande avait décampé. Marc avait décidé de profiter de l'occasion. D'un coup brusque, il avait écarté le couteau de Gueulembier que Gueulembier tenait toujours dans la main. Puis il avait frappé à la gorge. Son adversaire avait émis un gargouillis, étonné avant de perdre connaissance et de s'effondrer lourdement. Marc n'avait pas attendu de voir s'il se relevait, il avait pris ses jambes à son cou. Plus loin, il avait nettoyé sa blessure avec un mouchoir trempé dans une fontaine. Tout en marchant dans le couloir de l'astroport, il toussa sa joue de sa main libre. L'estafilade profonde le lançait encore, mais il s'en moquait. Il avait mis à terre 4 adversaires et avait échappé à la mort. Ce n'était pas rien pour un garçon de 13 ans. Au grand étonnement des voyageurs de l'astroport, il se mit à rire tout seul en se rappelant cette phrase de son grand-père. Il arrive un moment où il ne sert plus à rien de parler, seuls comptent alors les actes. Ces actes parlent pour toi. Au début, il avait essayé de discuter avec la bande de Gueulembier pour qu'elle cesse son racket, sans succès. Les actes avaient donc succédé aux mots et les actes avaient parlé. C'était ça, la vie, une jungle et au milieu de cette jungle, d'interminables confrontations. En se faisant cette réflexion, Marc déboucha sur le quai central. Chapitre 7. L'embarquement. Le quai central pouvait accueillir 300 vaisseaux. Il était plein. L'annonce de la campagne de libération de Planète Morte et la nomination de Franken de Xintrail comme capitaine en chef avaient attiré de nombreux volontaires. La zone grouillait de monde. Marc hésita. Il finit par intercepter un homme portant l'uniforme de l'Empire qui lui indiqua une salle d'attente au bout du quai. Marc s'y rendit inquiet. Il se détendit en apercevant dans la pièce une pancarte portant l'inscription stagiaire. En s'approchant, il découvrit 2 jeunes gens de son âge, chacun dans un coin. L'un était un garçon plus grand que lui qui se tenait raide comme un piquet, devant un énorme sac de voyage. Marc lui lança un salut qui resta sans réponse. Il comprit immédiatement aux cheveux teints en noir et blanc, aux lentilles rouges et aux vêtements luxueux, à quel milieu il pouvait appartenir. Il haussa les épaules et s'intéressa à l'autre. C'était une fille plutôt mignonne, avec de longs cheveux et des yeux bleus, qui lui mangeaient la figure. Elle portait une robe de laine toute simple, brune, et était assise sur un petit sac. Marc tiqua. Il avait déjà vu des devineresses avec leurs novices, du côté du vieux port, où elles venaient discuter avec les anciens des bas quartiers. Il s'était toujours méfié des Fradoda, qu'il jugeait trop étranges. Il lança quand même un autre salut, auquel la jeune fille répondit par un geste de la main. Il soupira intérieurement, pourvu que ces deux-là ne fassent pas leur stage sur le même navire que lui. Il repéra une chaise, posa sa valise et attendit. Xavier sentit venir une crampe. Cela faisait 1 heure au moins qu'il se forçait à rester debout et qu'il affichait de manière ostentatoire le détachement qu'il croyait propre à l'élite sociale de Nifel. Depuis que cette fille était arrivée, plus exactement. Plutôt jolie, il fallait l'avouer, même si mal habillée. Que pouvait-elle faire là? Quant à l'autre qui venait, c'était certain, tout droit des bas quartiers, et qui lui avait adressé la parole comme l'un de ses congénères. Pour qui se prenait-il? Si par malchance ce pouilleux montait lui aussi sur le rongeur d'os, il lui ferait vite voir le fossé qui les séparait. N'en pouvant plus, Xavier se mit à marcher avec nonchalance, feignant de s'intéresser à l'architecture de la salle d'attente. Alors c'est ça des garçons délurés, pensa Morgan. Je reprends. Alors c'est ça des garçons délurés,
pensa Morgan, vaguement amusé en regardant distraitement l'un et l'autre. Ils seront peut-être avec moi, même s'ils ont l'air de parfaits idiots. C'est toujours mieux que de se retrouver tout seul. Bien sûr, Morgan avait déjà fréquenté des garçons. L'école de Fradoda n'était ni un couvent ni une prison, mais elle se moquait en elle-même des recommandations qui lui avaient été adressées les vieilles devineresses, avant son départ, notamment en ce qui concerne les garçons délurés, qu'elle serait amenée à côtoyer pendant son stage. Pour l'heure, l'annulation de sa fête d'anniversaire et les adieux de ses amis lui laissaient encore un goût amer. Elle n'était pas d'humeur à engager la conversation. Un homme vêtu comme un marin, avec des bottes de cuir, un solide pantalon de toile et un pull en laine, fit brutalement irruption dans la pièce. « Vous êtes les stagiaires du rongeur d'os ?» Oui, répondit d'une seule voix Marc, Morgan et Xavier, avant de se dévisager avec étonnement. « Alors suivez-moi !» Marc et Morgan se levèrent sans un mot et prirent leur bagage. Xavier fit un pas en avant et dit d'une voix assurée « Je suis Xavier Augentir, fils du général comte Augentir. Il n'y a personne pour prendre mon sac ?» Le marin regarda le garçon avec étonnement et éclata de rire. « Si, mon gars, il y a quelqu'un. Toi, et ne t'avise pas de traîner. » Xavier ouvrit la bouche de stupéfaction. Il allait répliquer quand le marin tourna les talons et se dirigea d'un pas rapide vers le quai, suivi par Morgan et par Marc, qui lui décocha au passage un sourire narquois. Xavier se renfrogna, chargea son sac sur ses épaules en ahanant, puis se dépêcha de rattraper le petit groupe. Ils marchèrent 500 mètres environ, puis le marin s'arrêta. « Voici le rongeur d'os, les petits gars !» Amarré le long du quai, flottant dans l'air, se tenait le navire de guerre le plus étrange qu'il n'avait jamais vu. Il était énorme. Sa silhouette n'était ni gracieuse ni impressionnante, alors que les navires étaient d'ordinaire fins et élancés, comme des oiseaux, bien puissants et trapus comme des squales. Celui qu'ils avaient sous les yeux ressemblait à un gros tube, à un sous-marin des livres d'histoire. C'était exactement cela. Le rongeur d'os était un navire des premiers temps, un crève brisant, construit sur le modèle des antiques submersibles. Tout en haut, au sommet d'une antenne, flottait la licorne ressée du drapeau de Nifel. Cela signifiait que le bâtiment était en mission pour le compte de l'Empire. Les flancs du rongeur d'os, recouverts d'une étrange matière semblable à du cuir, étaient parcourus de tubes et de tuyaux qui se croisaient et se chevauchaient de façon anarchique. L'arrière s'ouvrait sur un réacteur gigantesque, l'avant arborait une tête monstrueuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marc au marin fasciné par la proue. « C'est une tête de gondule sculptée, » dit le marin avec fierté. « Impressionnant, hein ? Elle a été mise là pour effrayer les ennemis. » « Eh bien, confirma le garçon en frissonnant, c'est réussi. L'artisan qui avait réalisé cette œuvre avait bien travaillé. On aurait pu croire que le terrible animal endormi, protégé par des arcades saillantes et surplombé d'une corne effilée, les yeux fermés au-dessus du bec, les yeux fermés au-dessus du bec puissant semblaient prêts à s'ouvrir. « Est-ce que... » commença Xavier. « Ce vaisseau n'est pas, comment dire, un peu vieux ?» « Tu as raison, mon gars, il est même très vieux. C'est un navire de la première génération, celui qui a permis à l'Empire Comtal de se lancer à la conquête de Drasil. »« Et cette matière ?» s'enquit Morgan, en désignant le cuir étrange qui recouvrait la tête du gondule, et l'ensemble du vaisseau. « C'est quoi? Ça ne ressemble à rien de connu. » Et pour cause, ma petite, le rongeur d'os a été construit avant l'invention du polymétal et du polyvert. Je ne suis pas assez calé pour vous en dire plus. Marc hocha la tête. Le vaisseau dégageait une impression de robustesse qui le mettait en confiance. Et comme il n'avait encore jamais mis les pieds dans l'espace, cela lui suffisait amplement. Xavier, lui, était horriblement déçu. Il s'attendait à voir un navire extraordinaire, magnifique, rutilant. Et quoi? Le rongeur d'os était un tas de ferraille. Bon pour la casse. Il se mordit les lèvres. Dès qu'il aurait l'occasion, il rappellera son père. Il appellerait son père pour lui demander des explications. Morgan ne se posa pas de questions. De bonnes ondes émanaient du navire. Et si Frau Ulfida avait choisi de l'envoyer là, elle avait ses raisons. La jeune fille avait bien essayé de la faire changer d'avis, mais en vain. Sur les conseils de sa meilleure amie Xandrine, Morgan avait finalement décidé d'accepter son sort et de faire confiance à la devineresse pour le meilleur et pour le pire. Le marin leur fit signe de le suivre. Ils empruntèrent la passerelle et pénétrèrent dans le vaisseau. Chapitre 8. À bord du rongeur d'os. Entre la proue et la poupe, le vieux navire s'élevait sur 3 niveaux que reliaient entre eux des escaliers métalliques. La poupe hébergeait les mécaniciens, la machinerie qui renouvelait l'atmosphère du bord et le moteur à propulsion photonique. La proue, curieusement tronquée,
abritait le système de guidage utilisé pour emprunter les chemins blancs. Au premier niveau se trouvaient les locaux techniques, les citernes d'eau, la chambre froide et les celliers, sans oublier les exochaloupes de sauvetage. Le deuxième niveau était constitué pour l'essentiel de pièces de vie, cantine, cuisine, salle de jeu, salle de repos et cabine des empérogardes. Les logements de l'équipage partageaient le troisième niveau avec les postes des canonniers. On accédait plus haut à la salle de pilotage qui faisait une saillie sur le dos du navire. Enfin, au centre du bâtiment, on venait buter contre une pièce mystérieuse qui traversait tous les niveaux. Les marins la surnommaient en chuchotant le temple. Bien entendu, Xavier, Morgan et Marc ne purent voir tout cela. Ils furent escortés à travers le vaisseau et finalement abandonnés dans une grande salle pourvue de tables et de chaises qui devait être la cantine. Ils avaient pu constater en suivant les coursives et en jetant des regards curieux dans les pièces ouvertes que le bâtiment était résolument spartiate, sans fioriture ni quoi que ce soit d'inutile. C'était un navire de guerre, construit dans un but d'efficacité, sans aucune concession au confort. Un navire austère pour un équipage rude. D'accord, l'Empire, c'est un USA du futur qui a choisi d'enfin aider les mineurs. En vrai, pas trop, hein. On parle de plus d'un... C'est plus une sorte... Ça ressemble plus à une société médiévale qui est restée... proche de ses traditions en évoluant, hein. On parle encore de système féodal, de trucs comme ça, donc... Xavier se renfrogna un peu plus. Les seuls vaisseaux qu'il avait empruntés jusque-là étaient des navires d'apparat, au luxe inouï, appartenant à des amis de son père. Déçu par l'aspect du rongeur d'os, il s'était imaginé qu'au moins l'intérieur serait éblouissant. Il prit sa décision. Il joindrait son père à la première occasion et réclamerait une autre affectation. Morgan, de son côté, refusait de se faire une opinion sur le navire qui allait l'héberger pendant 3 ans. Mais déjà son dépouillement ne lui déplaisait pas. À l'école des Fradoda, ses endroits préférés étaient les plus simples, les plus anciens et les plus nus. Elle n'avait jamais partagé avec ses amis le goût de ce qui brillait. Marc, quant à lui, s'était contenté de taper discrètement du pied sur les sols métalliques pour vérifier leur solidité. Une fois dans l'espace, c'était la chose qu'ils auraient sous leurs pieds. Ils furent bientôt rejoints par 3 personnes. Le matelot qui les avait accompagnés, un homme à la figure ronde et joviale, dont le tablier blanc cachait mal le ventre énorme, et une femme d'un âge indéfinissable, au visage fermé et dur, vêtue d'une longue robe grise. Morgan fut la première à s'avancer dans leur direction. Ignorant les 2 hommes, elle sourit à la devineresse et s'inclina légèrement, lui prit la main droite qu'elle approcha de ses lèvres. La femme embrassa à son tour la main de Morgan sans lui rendre son sourire. Le rituel se répéta 3 fois sous le regard intrigué des autres. « Bienvenue à toi, Morgan, déclara la devineresse d'une voix cassante. Je suis Fradromar. Je suis très heureuse et très honorée de vous avoir comme guide, Fradromar, répondit la novice dans un murmure en baissant les yeux. La froideur de l'accueil que lui réservait la devineresse la pétrifiait, mais elle prit sur elle de ne pas montrer son trouble. Elles quittèrent rapidement la salle. « Tu es Marc Glabar ?» demanda l'homme au tablier, en adressant un sourire chaleureux au garçon à la veste rapiécée. « Oui, tant mieux, dit-il en jetant un regard à Xavier. Je suis Bragg Svigdag, le cuisinier du rongeur d'os. Ici, tout le monde m'appelle le gros. » L'homme éclata de rire. Marc ressentit une sympathie immédiate pour le cuisinier. Sans doute allait-il travailler sous ses ordres. Il se surprit en tout cas à l'espérer. Il récupéra sa valise et partit avec lui. Xavier resta seul avec le matelot. « Suis-moi, le capitaine veut te voir. » Xavier hocha la tête, soulagé. Les choses allaient peut-être se décider à redevenir normales. Déstabilisé un moment par le comportement effronté de tous à son égard, il retrouva aussitôt son assurance. Le capitaine allait certainement lui présenter des excuses. Grand prince, il les accepterait, d'autant qu'il n'allait pas rester longtemps à bord. Ils grimpèrent sur le pont supérieur et arpentèrent de nouvelles coursives. Le garçon traînait la jambe, alourdi par son sac et essoufflé par le rythme rapide de son guide. Puis, ils empruntèrent des escaliers métalliques un peu raides et débouchèrent sous un vaste dôme de verre posé sur le dos du vaisseau. C'était le poste de pilotage. La vue n'était gênée par rien et portait de tous les côtés.
Une énorme roue tenait lieu de barre devant les pupitres de commande qui permettaient au capitaine de contrôler son navire. Vranken de Xintrailles se tenait là, habillé d'un pull noir à col roulé et d'un pantalon de toile, noir également. Il portait un poignard de combat à la ceinture, ainsi qu'une paire de paléopistolets à cartouches. Ses bottes de cuir brillaient. À ses côtés se tenait un géant à la barbe hirsute et aux cheveux gris noués en arrière, qui le dominait d'une bonne tête. L'homme avait une jambe artificielle en polymétal. Sur son épaule, un cyberrat, moitié animal, moitié machine, fixait Xavier de son œil unique. Le marin s'approcha de Vranken et lui dit quelque chose à voix basse. Le capitaine du rongeur d'os tourna son regard bleu vers Xavier intimidé. « Xavier Ogentir ?» demanda-t-il d'une voix forte. Le garçon prit son courage à deux mains et avança de quelques pas. « Oui, capitaine, stagiaire nommé à vos côtés sur le rongeur d'os pour vous servir. » Il y eut un moment de silence, puis le géant éclata de rire, suivi par Vranken. En retrait, le marin arborait un franc sourire. « Tout ceci est bien théâtral, mon garçon, » dit le capitaine. « Plus de simplicité, allons. Bien, je te présente Rimor Ersildur. » Le géant inclina légèrement sa tête. « C'est mon second et le maître d'équipage. Seul maître à bord après moi. Les puissances et le destin. Les matelots l'appellent chef. Tu peux aussi lui donner du monsieur si tu le désires. Tu dépendras de Rimor pendant ton stage. » « Si je peux me permettre, capitaine, mon père m'avait dit que... »« Je sais qui est ton père, » le coupa Vranken sèchement. « Sur Nifel, il est tout. Ici, il n'est rien. Sur le rongeur d'os, il n'y aura que toi. Tu seras traité ni mieux ni moins bien que n'importe lequel de mes hommes. Et tu seras récompensé selon tes seuls mérites. Si tu vaux quelque chose, tant mieux. Sinon, tant pis. À toi de nous montrer ce que tu as dans le ventre. »« Mais capitaine, je proteste. Ce n'est pas du tout ce que... » « Silence !»« Silence, rugit Rimor. Comment oses-tu » Vranken se leva la main pour calmer le maître d'équipage. Sur l'épaule du géant, le cyberrat s'était dressé et sifflait méchamment en direction de Xavier. Le capitaine sortit une feuille de sa poche et l'agita devant le garçon. « Ceci est une lettre que le cours de Gentir m'a remise personnellement. Sais-tu ce qui est écrit ?» Xavier déglutit et secoua la tête. « Ton père me demande expressément de te traiter comme n'importe lequel de mes stagiaires. Il ajoute même qu'il souhaite que cette expérience fasse de toi un homme. » Le cœur du garçon manqua de décrocher dans sa poitrine. Il sentit ses jambes flageoler. Ce n'était pas possible, il vivait un cauchemar. Il allait se réveiller. Sa mère entrerait bientôt dans sa chambre avec un bon chocolat bien chaud. « Matelot !» dit encore Vranken en se tournant vers le marin. « Oui, capitaine. Conduisez le stagiaire dans sa cabine. Le maître d'équipage viendra le voir plus tard pour lui assigner les tâches qui seront les siennes. » Xavier, effondré, suivit le matelot en baissant la tête. Au moment où ils allaient quitter le dôme, Vranken s'adressa une dernière fois à lui. « J'allais oublier, garçon. Tu me feras le plaisir de te laver les cheveux et d'enlever ces vilaines lentilles rouges. On est sur un bâtiment de guerre ici, pas dans le dernier bar à la mode de Kengar. » Xavier marqua un temps d'arrêt puis reprit sa marche comme un zombie. Dès qu'il eut disparu, Rimor et Vranken éclatèrent de rire. « Quel toupet ce gamin, il n'y a plus de jeunesse. »« Bah, pour l'instant c'est le fils de ses parents et rien d'autre, dit Vranken. Un gosse qui n'a encore rien vécu par lui-même. Attendons la fin de la campagne sur Planète Morte pour nous faire un jugement. En tout cas, son père a l'air d'un gars bien, reconnut Rimor, en caressant le rat qui enfouit sa tête dans le cou du géant. La lettre qu'il t'a donnée révèle de bons principes. Tu veux parler ça demanda Vranken en sortant la feuille de sa poche. C'est la liste des cartes qui nous manque. Rimor ouvrit la bouche de surprise. Il eut un nouveau un rire énorme et envoya une claque sur l'épaule de Vranken. Eh ben toi tu ne manques pas d'air. Si j'étais le père de ce garçon, c'est exactement la lettre que je me serais envoyée. Bon, tu as fini de rire, on a beaucoup de choses sérieuses à régler avant le départ. Le capitaine et son second se remirent au travail. Rimor ne pouvait s'empêcher de repenser au visage déconfit du stagiaire et dut étouffer plusieurs fous rires. Mais une question de Vranken lui fit retrouver toute sa gravité. Où en est-on du contact avec Planète Morte? On essaye toujours de joindre la garnison. Vrank, j'ai mis mon meilleur transmetteur sur le coup. Hélas, personne ne répond. J'ai bien peur que... On continue, le coupa durement Vranken. Leur chance de capter le message est infime et s'amenuise d'heure en heure, je sais. Mais j'aimerais tant que ces braves hommes sachent que l'Empire ne les a pas abandonnés. Le pauvre petit Richou. Bah c'est un peu ça. Alors le mec il s'est dit bon, je vais être envoyé sur le Charles de Gaulle, je vais être avec le capitaine. Ah, il est mignon. Chapitre 9. Je vais lire jusqu'au chapitre 10 et puis je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce
que si je fais des trop grosses trop grosses sessions, ça va... Bah, je vais plus avoir de gorge en fait. Donc hop, continuons. Chapitre 9, la caverne. Roland hurla en vidant son chargeur sur les guerriers de Muspel qui tentaient de prendre position dans les corridors du sous-sol. Le commandant avait été blessé et les rescapés de la garnison impériale l'avaient entraîné plus loin. Le garçon était resté avec quelques soldats pour courir leur retraite. Les balles d'acier ricochaient autour de lui. Roland Actol s'en moquait, seul comptait le temps qu'il gagnait et qui permettrait aux autres de se mettre à l'abri. Dans le feu de l'action, ses lentilles étaient tombées, dévoilant des yeux clairs qui brillaient de détermination. Ses cheveux étaient devenus gris de poussière. Un officier hurla un ordre. Ils décrochèrent. Roland fermait la marche, jetant de rapides coups d'œil derrière lui. Il vit trop tard le corps gisant au milieu du couloir et s'étala. Il se releva en jurant et tenta de reprendre sa course. Des cliquetis métalliques l'arrêtèrent dans son élan. Les guerriers de Muspel l'avaient rattrapé et pointaient leurs armes sur lui. Il jeta par terre son fusil d'un geste rageur et leva les bras. Il pensa au commandant, espérant de toutes ses forces qu'il était hors de danger. Brinks Vorbranx s'arrêta de courir. Il sortit un mouchoir de sa poche et le pressa contre la blessure qui poissait sa tempe. Un centimètre plus à gauche et la balle du tireur de Muspel lui perforait le crâne. La douleur était insupportable, mais le sang qui coulait le gênait. Il y eut un bruit de cavalcade, les soldats restant en arrière pour courir sa fuite les rejoignirent. Brinks s'adressa à ce qui restait de la garnison de Planète Morte. Nous approchons des installations principales. Nos ennemis ne doivent en aucun cas y accéder. Nous les défendrons jusqu'à notre dernier souffle. Il y eut quelques rugissements approbateurs et tous les regards se portèrent sur Brinks. Tous les regards qui se portèrent sur Brinks montraient une détermination sans faille. Depuis le début de l'assaut, le commandant pensait à sa femme et son fils qu'il ne rêvait certainement pas, mais également à l'Empire Comtal et la responsabilité qui était la sienne. Leur agresseur, supérieur en force et en nombre, s'était emparé facilement de la base de surface. Après un bref instant de désarroi, Brinks s'était ressaisi et avait ordonné le repli dans la partie souterraine. Là, à la tête de ses hommes, à 1 contre 10, il avait défendu chaque mètre de couloir, chaque salle, chaque porte, avec l'espoir non pas de vaincre, ou même d'en réchapper, mais de tenir suffisamment longtemps pour permettre au renfort d'arriver de Nifel. Planète Morte ne devait pas tomber entre d'autres mains que celles de l'Empire. Et Brinks, comme chacun des hommes présents à ses côtés, savait avec une conscience aiguë que leur vie se trouvait désormais au centre du grand échiquier des puissances. Roland n'est pas là. Qui a vu Roland Actol, le stagiaire? Le commandant venait seulement de remarquer l'absence du garçon. Il était avec nous, répondit Azom qui avait du mal à retrouver son souffle. Je crois qu'il ne nous a pas suivis. Brinks eut un mouvement de rage. Il était particulièrement attaché au stagiaire, qui s'était dès le début battu comme un lion contre les guerriers de Muspel. Où avait-il trouvé le courage de foncer tête baissée dans la bataille? Dans l'admiration que le garçon lui portait, peut-être. Parce qu'il lui avait parlé comme à un fils la première fois qu'il l'avait vu, parce que Laurent, affublé comme tant d'autres de parents trop absents, avait toujours eu besoin d'un père à respecter. Brinks se ressaisit. Il ne devait pas se laisser aller à l'émotion. Il n'en avait pas le droit. Beaucoup de choses encore dépendaient de lui. Il donna le signal du départ et ils reprirent leur course dans le couloir creusé à même la roche. Ils parvinrent bientôt devant une porte monumentale et ronde, qui ressemblait à celle d'un gigantesque coffre-fort. Brinks se précipita sur le panneau de commande et présenta son œil droit et la paume de sa main gauche au technocontrôle. Puis il tapa un code sur un clavier et demanda l'ouverture de la porte à voix haute. Celle-ci s'ouvrit dans un chuintement, dévoilant une vaste caverne entièrement tapissée de polymétal. Quand tout le monde eut pénétré à l'intérieur, le commandant ferma la porte et en condamna l'ouverture. Puis il poussa un soupir de soulagement. Ils étaient à l'abri, car lui seul avait accès au cœur du dispositif. Bien sûr, il était toujours possible de forcer le passage, mais percer une porte ou des murs en polymétal demanderait du temps, beaucoup de temps. Suffisamment sans doute pour permettre au vaisseau des généraux comtes de venir à leur aide. La plus grosse partie de la caverne était occupée par des machineries complexes qui permettaient au chemin blanc de fonctionner. Des tubes gigantesques s'enfonçaient dans le sol jusqu'au noyau de la planète, que l'impressionnante installation maintenait en activité. Les machines fonctionnaient seules, en autonomie complète. Les techniciens ne se rendaient dans les cavernes qu'occasionnellement pour vérifier que tout allait bien. Il en était ainsi depuis plus de 150 ans, depuis que les astro-savants de l'Empire avaient découvert les propriétés de planètes mortes, et qu'ils avaient élaboré le système capable de les exploiter.
inaugurant une ère faste pour l'Empire qui avait ouvert à tous les chemins blancs à la condition tacite de respecter son autorité sur Drasil. Brinks exigea de ses hommes qu'ils prennent du repos, ce qu'ils firent jusqu'à ce qu'ils entendent les premiers chocs sourds contre la porte. Il était encore trop tôt, mais les hommes de Brinks-Vorbrand s'éparpillèrent dans la salle et se préparèrent au dernier assaut. Le commandant s'isola derrière un coffre de polymétal massif. Là, serrant son arme contre lui, à l'abri du regard de ses hommes, il fit défiler dans sa tête les visages de sa femme et de son fils, de Roland, puis il pleura en silence. Fin du chapitre 9. Chapitre 10. La chasse sauvage. Le cheval serpent du Khan avançait au pas dans les herbes hautes de la steppe. C'était une journée anormalement fraîche. Il avait plu la veille et cela avait suffi pour faire baisser la température de quelques degrés. Le Khan avait fêté cette pluie providentielle avec sa tribu. Ils avaient tous beaucoup dansé et passablement bu. En fin de soirée, le Tchigin était venu et il avait donné de bonnes nouvelles. L'avenir s'annonçait bien. Tout à sa joie, le Khan avait délaissé de partir le lendemain à la chasse au fur, le plus gros prédateur de la steppe. Il y avait plusieurs façons d'en venir à bout. Avec quelques hommes, on pouvait l'attaquer à la lance ou bien le cribler de flèches, à condition d'être bien accompagné. On ne prenait alors que des risques limités. Mais il existait une manière plus noble d'affronter l'animal, seul, avec son sabre. On appelait cela la chasse sauvage. Ce matin-là, tous les sens d'Atli Bloodox étaient en éveil. Il valait mieux ne pas se laisser surprendre par le fur. Il ne put empêcher pourtant ses pensées de s'échapper. L'odeur d'humidité qui montait du sol réveillait des souvenirs enfouis. Il se revit enfant, riant et courant après les ogres de son père. Il se rappela la grande marche, entreprise avec ses meilleurs amis pendant son adolescence, à travers la steppe, à sa surprise en découvrant pour la première fois le désert immense. Il entendit les murmures à son oreille de la première fille qu'il avait embrassée, c'était si lointain. Un court instant, Atli Bloodox se sentit nostalgique, mais il chassa très vite cette émotion. Aujourd'hui il était Khan, après avoir prouvé sa valeur, il était le guide et le protecteur de son peuple, et il allait entrer dans l'histoire, lui imposer sa marque comme une signature indélébile, lui, le Khan des Khans. Soudain, le cheval serpent se cabra et fouettait le sol de sa queue couverte d'écailles. Le Khan aperçut entre les herbes la fourrure jaune mouchetée de blanc du grand fauve. Il calma aussitôt sa monture en la grattant derrière la crête, et elle sifflait. Le fur serait sur eux en quelques secondes. Non, si elle sifflait, le fur serait sur eux en quelques secondes, avec ses griffes et ses crocs acérés. Heureusement, il était à bon vent. Sans quitter des yeux l'endroit où dormait le redoutable animal, il empoigna son sabre de la main droite et le fit glisser du fourreau qu'il portait dans le dos. Puis il sauta souplement à terre. Atli Bloodox s'approcha du fur, silencieux comme une ombre, prêt au combat. Il s'arrêta à quelques pas de l'animal. Il aurait pu l'attaquer et le tuer facilement en profitant de l'effet de surprise. Mais, s'il ne dédaignait pas l'usage de la ruse pour parvenir à ses fins, le Khan souhaitait aujourd'hui un affrontement direct. Il interpella donc le fauve. « Debout, mon frère de la steppe, je suis Atli Bloodox, Khan des Khans, et je te défie. Montrons aux esprits qui de nous deux est le plus fort. » Au premier mot, le fur s'était réveillé dans un rugissement et s'était levé sur ses pattes arrière. On aurait dit un croisement entre un ours dont il avait l'allure puissante et un tigre aux dents tranchantes. En une fraction de seconde, le fauve se jeta sur l'inconscient qui l'avait dérangé. Atli Bloodox part à l'attaque. Il s'effaça sur le côté aussi rapide que l'animal lui-même et d'un mouvement presque imperceptible trancha la patte qui le menaçait. Le fur feula de douleur. Il se dressa de toute sa hauteur, dominant l'homme d'un bon maître. « Tu te laisses emporter par la colère, mon frère sauvage, » dit le Khan en criant pour couvrir les rugissements. « Tu n'as plus aucune chance contre moi. » D'un bond, il s'élança en avant et se fendit. La lame du sabre s'enfonça dans la poitrine du fauve, transperçant le cœur. Le fur s'écroula au sol, foudroyé. Atli Bloodox essuya son arme sur le manche de sa chemise, puis il s'agenouilla devant sa victime et inclina la tête en signe de respect. « Tu t'es bien battu, mon frère de Muspel. Je sais que ta vaillance a plu aux esprits. Je te souhaite d'être heureux avec eux dans le Tengri. »
Il détacha une griffe de l'une des pattes du fur. Elle trouverait une place sur le collier déjà bien rempli qu'il aimait porter au cours des cérémonies. Son technophone sonna. Vous êtes bloqué devant la dernière porte répéta machinalement Atlibodox. Non, surtout pas. Vous avez fait des prisonniers? Très bien. Utilisez comme monnaie d'échange. Cette salle doit tomber intacte entre nos mains. Et rapidement. Maintenant, c'est compris? Le Khan coupa la communication. Il était soucieux. Le contrôle des chemins blancs était essentiel dans son plan. Il adressa une prière muette aux esprits du Tingri, puis appela son cheval serpent. Il partit au galop sur la steppe. Fin du chapitre et fin de cette session. Je remercie tous ceux qui étaient présents pour ce live et tous ceux qui regarderont cette rediffusion, et vous pourrez à partir de maintenant me retrouver sur ma chaîne Twitch tous les jeudis soirs pour de la lecture si j'arrive à tenir le rythme. Merci à tous et prenez soin de vous.